Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau webinaire sur le conseil de classe qu'on a intitulé Le conseil de classe, une instance apprenante. Donc je me présente, Benoît Skouratko, chargé de mission au pôle éducation du secrétaire général de l'enseignement catholique. Je vais donner la parole aussi aux deux intervenants, donc à Marjorie en premier pour qu'elle puisse se présenter, puis après à Jérôme pour qu'il puisse se présenter. Bonsoir, je m'appelle donc Marjorie Gaquière, je suis chef d'établissement d'un ensemble scolaire, un collège, un lycée, un BTS avec 3 dispositifs Ulysse dans le diocèse du Gard, à Alès précisément, sous la tutelle des Sœurs de la Présentation de Marie. Et dans mon parcours professionnel aussi, donc j'ai à cœur aussi toutes les missions de formation, passionnée par la pédagogie et la formation, donc j'œuvre aussi en tant que formatrice. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Rivoire, j'ai une triple casquette. Je suis enseignant, responsable pédagogique et formateur. Je suis enseignant et responsable pédagogique au collège Saint-Louis de la Guillotière, qui est situé à Lyon, et aussi formateur au CEPEC de Lyon, dans la même région. Merci à vous deux. Vous êtes aussi l'un et l'autre membre, pour Jérôme, du pôle collège au sein du pôle éducation au secrétaire général et Marjorie du pôle lycée. Et c'est à ce titre-là que vous collaborez avec nous ce soir à ce webinaire, puisque, comme la slide suivante va le montrer, nous travaillons sur le conseil de classe depuis plusieurs années au sein du pôle lycée comme du pôle collège, et on a conduit une consultation au sein de certains établissements. On a eu un nombre de réponses, autour de 300 réponses, et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait vraiment beaucoup de changements, une vraie évolution autour du conseil de classe qui se joue dans nos établissements, et puis qui ont été impulsés certes par la réforme du lycée, mais pas seulement, puisque dans le travail qu'on a fait, quand on a travaillé en concertation avec le pôle collège, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi au sein des collèges une vraie réflexion qui était bien avant la réforme du lycée, une réflexion structurelle, mais aussi dans les fonctionnements, dans les relations qu'on pouvait avoir au sein du conseil de classe, et des fois jusqu'à proposer d'autres modalités que le conseil de classe qu'on connaît dans les définitions du bulletin officiel, mais aussi plus traditionnellement dans nos établissements. Dans la slide suivante, on va vous faire un petit retour qui permet de planter un peu le décor sur qu'est-ce qui s'est dessiné dans cette consultation, et puis pourquoi effectivement on a choisi 2 expériences qui peuvent vous aider à réfléchir au sein de vos établissements et de vos communautés éducatives à peut-être d'autres modalités et d'autres façons de travailler autour du conseil de classe afin que ce soit vraiment une instance apprenante pour tous. Alors on a choisi le mot instance apprenante parce que ce qui nous semblait important, c'est de se dire que le conseil de classe est un lieu théoriquement où tout le monde apprend quelque chose, aussi bien l'élève, la famille, les enseignants, la vie scolaire, peut-être la pastorale si elle est présente à un moment donné, et puis l'équipe de direction qui est représentée des fois aussi par un chargé de la direction au sein de l'établissement, au sein du conseil de classe. Donc on s'est rendu compte qu'il était important qu'il y ait un regard croisé, quelle que soit la modalité du conseil de classe. Ce n'est pas un regard unique qui soit porté, et ce regard croisé il est là pour accompagner au plus près les jeunes dans leurs choix et dans leurs besoins. Alors ça répond effectivement à ce qui est demandé dans le texte officiel, mais on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin pour croiser le regard. Pourquoi? Eh bien justement pour qu'il y ait de la concertation, du dialogue et de la collaboration. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez retrouver ça dans le document qui a été mis en ligne sur le site du secrétaire général de l'enseignement catholique, fin août 2021, début septembre 2021. Alors, dans la slide suivante, on voit aussi que cette consultation nous a donné des pistes et a amené à un moment donné aussi à découvrir peut-être d'autres modalités de façon de travailler. La slide suivante, s'il te plaît, Michael. Merci. Et la celle d'après, d'ailleurs, si tu veux, parce que j'ai été plus vite que le diaporama. Donc, on voit se dessiner des éléments qui sont intéressants pour réfléchir au conseil de classe et se mettre dans des nouvelles modalités. Ce qui nous semblait important, c'est, dans un premier temps, de réfléchir aux enjeux du conseil de classe en équipe et pas uniquement quelques personnes dans l'établissement ou que l'équipe de direction, mais bien que ce soit un objet de travail commun et aussi avec les autres acteurs de la communauté éducative, pas uniquement l'équipe pédagogique, la vie scolaire et aussi les parents d'élèves. Aborder le conseil de classe comme un lieu d'échange et de prise de parole, un lieu où ça doit peut-être changer ou qui doit peut-être disparaître, mais il faut absolument des lieux de concertation et qu'il y ait des lieux de parole. Il nous semblait aussi important de revenir sur le fait de travailler en équipe éducative et avec les parents d'élèves et les élèves. Peut-être qu'une réflexion sur le conseil de classe doit se mener de façon effectivement avec une polyphonie énonciative, l'établissement, les parents et l'élève pour qu'on puisse prendre en compte tout le monde, importance de l'écoute et du dialogue, se former peut-être aux techniques d'entretien,
la question aussi de la périodicité peut-être à réinventer. Est-ce que c'est tous les trimestres, tous les semestres? Est-ce qu'on peut peut-être, si on éclate la structure qui est différents temps, différentes modalités, peut-être qu'ils peuvent former comme un puzzle à un moment donné et créer du sens? Et puis des modalités d'accompagnement à inventer pour pouvoir accompagner les élèves de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on est dans la conseil de classe, c'est à la fois le conseil des élèves, le conseil de la classe, et peut-être des fois, quand on s'est rendu compte au lycée, hein, le conseil du parcours de l'élève, puisque avec l'éclatement de la classe en classe de première et terminale, le conseil de classe a été vraiment mis à mal. Donc, ce qui nous amène de se dire que le conseil de classe n'est pas tout. Il est une étape dans le parcours de chaque élève, mais aussi dans le groupe classe, et on pourrait dire qu'il est une étape aussi dans le travail d'accompagnement des membres de la communauté éducative de chacun des jeunes. De la 6e à la seconde, la notion de groupe classe reste prégnante, mais après, elle change. Elle a fait moduler les choses avec la réforme du lycée en classe de première et terminale. Et peut-être que cette modulation, cette explosion et ce vol en éclats du groupe classe peut être un enseignement aussi bien pour le collège que pour le lycée. Et il y a toute une réflexion à avoir sur cette dénomination conseil de classe ou conseil des élèves qu'on voit apparaître dans certains de nos établissements. Est-ce qu'on doit abandonner la notion de conseil de classe? Est-ce qu'on doit privilégier uniquement celle du conseil d'élèves? C'est à réfléchir et peut-être à savoir aussi, peut-être qu'il est possible d'avoir une complémentarité entre les deux et ne pas forcément tout abandonner. Et peut-être qu'il faut aussi avoir une autre dénomination et réinventer les choses. Dans la diapositive suivante, encore, on peut voir qu'il y a une nouvelle étape. Il faut peut-être repenser le conseil de classe dans la logique du parcours de l'élève et pas uniquement dans la logique des étapes de l'orientation et simplement sur un calendrier scolaire ou une obligation à un moment donné qui peuvent être Alphanet, Parcoursup, les bulletins, les échéances, le retour des parents, le retour à l'élève de son enseignement ou de son parcours de formation, et peut-être travailler sur qu'est-ce que c'est que le parcours de l'élève dans nos établissements pour pouvoir adapter au mieux des propositions qui répondent et qui soient cohérentes et qui ne tombent pas comme un cheveu sur la soupe par moment, hein, et puis qui soient vécues comme telles par les élèves. Et parce qu'on se rend compte que des fois, il y a des injustices qui sont sorties pour les élèves. Hein, la notion de trimestre, quand le conseil de classe arrive au début du second trimestre, l'élève, il a l'impression d'avoir fait des efforts et on l'évalue sur ce qui s'est passé avant. Et lui, dans sa tête, c'est les 15 derniers ou 3 dernières semaines qui se sont passées. Et il y a cette difficulté, la temporalité n'est pas la même et ça peut amener des choses complexes. L'idée aussi, c'est que, en fin de compte, le conseil de classe ne peut pas avoir la même modalité au niveau du collège ou au lycée, car les jeunes évoluent. Hein, la place des parents change, la posture de la vie scolaire aussi change, l'autonomie de la vie lycéenne peut-être amène différentes choses et différents éléments, et même au sein du collège, Jérôme nous le dira peut-être, hein, de la 6e à la 3e, on n'a pas les mêmes collégiens face à nous, et peut-être que même la place des délégués au sein de nos conseils de classe est amenée à évoluer, peut-être qu'on peut travailler différemment avec eux, et qu'on peut travailler avec eux, même mettre en place une vie collégienne qui peut faire évoluer le conseil de classe. En tout cas, on peut peut-être apprendre des choses au conseil de classe qui peuvent nous faire changer. Et l'idée aussi, c'est peut-être que la posture des enseignants doit changer face à des jeunes lycéens en début de seconde et en terminale, et même chose avec les collégiens, on ne s'adresse pas de la même façon à un élève de 6e qu'à un élève de 3e. Autre point qui nous semble important et qu'on voit dans la diapositive suivante, qui apparaît, c'est le conseil de classe. Ça va être au collège une instance où la pleinement, mais c'est aussi des expériences et c'est incarné différemment d'un établissement à l'autre. C'est pour ça que la proposition qu'on va vous soumettre et puis qu'on va échanger avec Jérôme, c'est bien un conseil de classe à Lyon dans un établissement. C'est d'inspiration, ça peut être une initiative inspirante, mais on n'est pas dans la modélisation ni dans l'exemplarité et dans la reproduction. Même chose pour la deuxième partie de notre webinaire où ce sera Marjorie qui prendra la parole. Hein, c'est bien une expérience, c'est bien des questionnements, des tâtonnements, des avancées qui sont liées à chacune des réalités, à chacune des communautés. Et tout ça pour se dire qu'on n'est pas dans la recherche de la bonne solution, on est dans la recherche d'une solution qui soit ajustée aux besoins des jeunes dans nos établissements et là où on est, et surtout discuter avec les différents membres de la communauté éducative. Alors, dans un premier temps, on va écouter le témoignage et puis l'expérience de Jérôme et puis de son établissement. Jérôme, la question qu'on s'est posée en préparant ce conseil, pas ce conseil de classe, c'est révélateur, ce webinaire, c'est de se dire à un moment donné pourquoi vous avez œuvré aux aménagements et au changement de l'instance du conseil de classe dans votre établissement et comment vous avez fait pour accompagner ces évolutions-là. Le pourquoi et le comment. Il y a plusieurs facteurs.
qui nous ont permis d'aller sur le pourquoi. Déjà, il y a un contexte historique dans mon établissement, puisque au départ, on a une culture historique de l'expérimentation, de l'innovation. En fait, pour rappel, le Collège Saint-Louis-les-Guillotières est situé dans au départ, quartier populaire de Lyon, et il est le premier établissement de Philippe Mérieux. Et donc, on essaie de perpétuer à travers différents dispositifs cette volonté d'expérimenter. Pour vous donner 2 ou 3 projets phares, 2 ou 3 dispositifs, par exemple, les élèves, à un moment donné, choisissent leurs enseignants. On a aussi plus de notes dans notre collège, c'est-à-dire qu'on évalue par compétence de la 6e à la 3e. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un contexte qui permet une réflexion liée à l'expérimentation. Et donc, cette réflexion vis-à-vis des conseils de classe, elle a débuté en 2017, puisqu'on s'apercevait régulièrement que à la fois les élèves et les enseignants n'étaient pas satisfaits des conseils de classe. C'est-à-dire qu'on le vivait quasi tous comme une espèce de salle d'enregistrement où le professeur principal venait avec la synthèse déjà écrite, qu'il nous livrait. On lui disait si c'était bien ou si c'était pas bien. On donnait la parole aux parents qui nous retournaient les réponses des questionnaires qu'ils faisaient passer aux différents parents de la classe. Et on avait à peu près en moyenne 1/3 de réponses qui portaient principalement sur le poids des cartables et le self. Et donc, à un moment donné, ça suffisait. Donc, on est structuré d'un point de vue pédagogique dans mon établissement pour pouvoir se donner les moyens de réfléchir à ce type de questions, puisqu'on a un conseil pédagogique dont je suis le responsable, avec en gros 8 à 10 membres qui en font partie. Et donc, on s'est demandé lors de journée pédagogique pourquoi on n'était pas satisfait de ces conseils de classe et quels objectifs on aimerait se donner à nouveau et atteindre, et avec quelle modalité. Donc en fait, notre idée était de redonner à l'élève toute sa place pour qu'il devienne acteur des conseils de classe. On voulait donner une autre place aussi aux parents, et on voulait vraiment que les conseils de classe aient un nouvel impact sur la formation, les apprentissages, la scolarité de l'élève. À partir de là, on est parti sur 2 voies d'expérimentation, 2 modalités, expérimentées sur 4 classes, sur 2 niveaux de classe différents, en 6e, en 4e. Ensuite, le Covid nous a obligés à faire une petite pause et on a repris cette logique d'expérimentation, c'est-à-dire de mettre à l'épreuve nos idées et à un moment donné de faire un bilan. On a donc arrêté une modalité d'expérimentation qu'on a expérimenté l'année dernière sur 4 classes aussi, et qu'on a aujourd'hui, à partir de cette année, généralisé à l'ensemble de nos 5e, sachant que nous avons 6 classes de 5e. Donc au niveau des modalités, nous avons, entre guillemets, concernant les parents, sorti les parents. Ils sont toujours présents au conseil de classe, mais ils sont témoins du conseil de classe pour continuer à poser des questions, à faire des remarques. Par contre, nous avons créé une instance en dehors des conseils de classe classiques qu'on a appelé conseil de partenaires. C'est-à-dire qu'une fois par trimestre, on a 2 conseils de partenaires qui sont organisés, un conseil de partenaires en 6e, 5e, un autre en 4e, 3e, qui rassemble des parents délégués des 2 niveaux, des enseignants volontaires et aussi des membres de la direction, afin de discuter de questions vives liées aux apprentissages, à la scolarité, liées à la vie, au climat dans l'établissement, et ce sont des questions qui sont portées par les parents. Ça, c'est le premier point. Vis-à-vis de la place donnée à l'élève, on est arrivé à des modalités qui sont changeantes suivant les trimestres, puisque nous sommes encore organisés en trimestre. Lors du premier trimestre, sur l'heure et demie de conseil de classe, puisque nos conseils de classe durent 1h30 et que nous n'avons pas voulu modifier cette durée, on convoque lors du premier trimestre tous les élèves de la classe. Il n'y a pas du tout de tour de table collectif.
chaque élève est reçu par 2 enseignants. Donc, en gros, le duo d'enseignants reçoit 3 à 4 élèves sur l'heure et demie. Et l'élève vient avec le bilan du trimestre qu'il a effectué, en se donnant aussi des objectifs pour le second trimestre. Et il y a une discussion qui est menée aussi par les enseignants sur le lien entre cette auto-évaluation qui dépend d'outils que je vous présenterai par la suite et les bulletins scolaires d'élèves avec les compétences disciplinaires. Sur le deuxième trimestre, on a un tour de table qui est classique au début du conseil de classe, mais dans une deuxième partie qui est plus longue, on a convoqué certains élèves avec la famille, soit des élèves qui sont en difficulté, qui continuent à être en difficulté par rapport au premier trimestre, soit au contraire des élèves qui ont, entre guillemets, redressé la barre, et on veut que à la fois l'élève et la famille entendent nos encouragements, les points positifs et le fait que l'élève doit continuer dans cette voie. Donc là, le nombre d'élèves avec la famille est beaucoup plus restreint. Et là aussi, ils sont reçus par un duo d'enseignants. Et le troisième trimestre, là, on est plutôt sur un conseil de classe classique avec tour de table. Il n'y a pas de présence ni de parents ni d'élèves, mais ensuite, on étudie le cas par cas, véritablement comme un conseil de classe classique. Alors, par rapport à tout ça, je vous ai dit dans un premier temps qu'on s'est organisé en conseil pédagogique et on a travaillé aussi en journée pédagogique. En fait, pour nous, quand on réfléchit à une instance, on l'inclut dans l'ensemble du projet de l'établissement. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à toutes les dimensions du conseil de classe. Et une des dimensions, c'est la question de l'évaluation. Alors nous, on a déjà un outil, des dispositifs et des pratiques évaluatives qui nous permettent d'aller plus loin vis-à-vis de la réflexion sur les conseils de classe, c'est-à-dire qu'on évalue par compétence, mais on voulait aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on voulait que les élèves donnent plus de sens à leur évaluation et fassent les liens entre les différentes matières. Ce qui fait que nous avons réfléchi en conseil pédagogique, mais aussi en commissions diverses et variées, à regrouper les différentes compétences disciplinaires en compétences transversales. Donc, nous avons élaboré 7 grandes compétences transversales. À ces compétences transversales, nous avons construit des fiches de seuil de compétences qui permettent à l'élève de s'auto-évaluer. Donc, en fait, dans un dispositif particulier d'accompagnement de l'élève, puisque chaque élève peut être reçu par le professeur principal chaque semaine. Chez nous, il n'y a pas d'heure de vie de classe. Chaque semaine, il y a 1h30 de vie de groupe accompagnement. Pendant 30 minutes à 45 minutes, il y a une heure de vie de classe. Et pendant 45 minutes, l'enseignant, professeur principal, peut recevoir individuellement les élèves. Donc en fait, avant le conseil de classe de premier trimestre, pendant 2 ou 3 séances, les élèves s'auto-évaluent par rapport à ces différentes compétences transversales. 1, 2, voire toutes, rarement toutes, et se situe par rapport à des seuils de compétences. Et ensuite, quand il arrive en conseil de classe, il fait le bilan de son trimestre vis-à-vis de ses seuils et ses compétences transversales, et il se projette par rapport au trimestre d'après. Donc en fait, ce que vous allez voir, c'est le livret de compétences qu'on a donné aux élèves de 5e avec la première page. Et on a tenu à, puisqu'on se situe aussi dans notre lignée vis-à-vis de la communication avec les élèves par rapport à l'évaluation, on essaie en général toujours de dire pourquoi on fait les choses et à quoi ça sert. Donc ça, c'est la première page. Sur la deuxième, vous allez voir l'explication. Alors, c'est quoi une compétence transversale? Qu'est-ce que le livret va te permettre de faire? Comment tu peux valider ces différentes compétences en donnant un exemple. La page d'après, vous allez pouvoir voir la toile de compétences. Donc, on a répertorié 7 grandes compétences qui sont schématiquement et d'une façon un peu caricaturale un niveau qui se situe entre le socle et les compétences disciplinaires qu'on peut retrouver dans les différents programmes. Donc on a 7 grandes compétences. On a fait un travail de relecture des programmes et on est allé chercher dans les différents programmes les points communs. On les a défini, ces compétences transversales, et on a lié à ces compétences transversales 6 seuils. Donc on n'est pas sur des grilles d'évaluation à 4 niveaux ponctuels vis-à-vis d'une évaluation par exemple, mais on se situe sur un temps long. Alors ça, c'est un exemple de grille d'évaluation. L'élève va se situer par rapport à la compétence transversale apprendre. On a déterminé, en lien avec les programmes, 4 critères sur lesquels il va s'auto-évaluer. Et on les a intitulés apprentis, initiés et confirmés parce que
étant donné qu'on se situe sur un temps long, l'élève de 5e, ce qu'on attend de lui, c'est d'être au seuil 3 ou 4 sur son année de 5e. Ça veut dire qu'au niveau de l'apprenti, on sera sur les 6e et confirmé, on sera plutôt sur 4e, début 3e. Ce qui veut dire que cet outil, ce livret de compétences et cette toile de compétences, on va aussi les utiliser en 6e et en 4e, parce qu'on veut créer un lien, une continuité dans à la fois l'utilisation des outils, dans l'auto-évaluation des apprentissages qui est pour nous fondamental dans la scolarité de l'élève, et aussi sur la question du sens. Jérôme, si je me permets de pouvoir un peu reprendre ce que tu as dit, en tout cas, on a l'impression quand on t'entend que le travail sur le conseil de classe, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On se rend compte qu'il y a toute une dimension systémique et qui touche à des fondamentaux qui sont à l'identité, reliés à l'identité même de l'établissement et au projet éducatif. Alors, si je trahis la pensée, il ne faut pas hésiter à le dire. Moi, ce que je vois comme concept clé qui apparaît, c'est votre réflexion sur l'élève acteur. Et on voit, comme tu viens de le montrer, qu'il est acteur aussi dans un process d'auto-évaluation et pas seulement au sein du conseil de classe en nivelant avec ses parents, parce que ça pourrait être déjà une première étape, être présent au conseil de classe et puis arriver avec un bilan, c'est déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce travail d'auto-évaluation avant, et puis l'investissement qu'il peut avoir au conseil de classe au premier et au second trimestre, et puis ce travail sur la formation par compétences, qui montre bien que l'élève ne subit pas les évaluations, il est bien aussi, lui, auteur d'évaluation, et on va bien dans cette logique d'évaluation avec les pairs, avec ses pairs, mais aussi avec les enseignants, et on voit bien que ça a amené aussi un changement de posture des enseignants, puisqu'ils viennent aussi accompagnateurs dans ces heures et demie, qui ne sont plus des heures de vie de classe, dans les entretiens, et aussi dans ce changement de posture au conseil de classe, où on n'est plus là uniquement pour valider ou pas une synthèse qui a été faite par le professeur principal, mais de conduire un entretien avec le jeune et sa famille. Et puis l'autre point qui est intéressant aussi dans ce que vous évoquez, dans votre démarche, c'est cette réflexion sur la place des parents, les faire passer aussi du statut de témoin, quand ils viennent au conseil de classe, à celle d'acteur, à travailler sur des objets dans le conseil de partenaires et être vraiment aussi acteur d'une vraie réflexion au sein de l'établissement. J'ai l'impression qu'il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que quand on réfléchit sur le conseil de classe, on touche forcément à l'ADN de l'établissement dans ses convictions autour de l'apprentissage, de la formation des jeunes, mais aussi de la formation des enseignants. Puisque dans ce qu'on entend là et dans ce qu'on a tous entendu, on se rend compte qu'il y a aussi une posture de l'enseignant et de la vie scolaire qui est différente du fonctionnement dit un peu classique, où le conseil de classe ne serait qu'un bilan qui arriverait au trimestre ou au semestre. Et là, on se rend compte qu'il n'est pas qu'un bilan, il est un point d'étape dans un process qui se fait tout au long et qui va même de la 6e à la 3e, puisque l'élève, comme les enseignants, comme les parents, le fait de travailler de la 6e à la 5e, on voit bien qu'il va acquérir des compétences. À partir de ce que vous avez pu faire et de ce que je viens d'essayer de synthétiser, est-ce que sur cette réflexion des conseils de classe, quels seraient selon vous les leviers, ou selon toi, mais quand je dis vous, c'est aussi parce que tu parles au nom d'une équipe et d'un établissement et d'un projet beaucoup plus large et pas que lié à ta propre activité de référent pédagogique, mais qu'est-ce qui serait des leviers pour faire du conseil de classe une instance où chacun pourrait se former et progresser et peut-être aussi gagner en compétences, pour reprendre cette attention toute particulière que vous avez par la formation par compétences? Il y en a plusieurs de leviers. Je pense que ce qui est essentiel et ce qui fait défaut dans beaucoup d'établissements, c'est une structuration de la réflexion pédagogique. C'est-à-dire que nous, le fait que depuis 10 à 15 ans, on ait une instance, un dispositif de réflexion pédagogique avec le conseil pédagogique qui est structuré, qui a ses propres règles, ça permet d'avancer en toute tranquillité vis-à-vis de ces sujets. C'est ce conseil pédagogique qui impulse les réflexions, qui fait des propositions qui sont mises en œuvre et travaillées en journée pédagogique avec toujours la décision finale du chef d'établissement, évidemment. Ce qui est essentiel pour moi, c'est le travail d'équipe. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que autant dans la construction, l'élaboration de ce type de dispositif de réflexion que dans la mise en œuvre, s'il n'y a pas un travail d'équipe en amont, si tous les parties, tous les acteurs enseignants ne sont pas partie prenante du projet, c'est ce type de projet qui va tomber à l'eau parce qu'il y a la notion de confiance qui est primordiale. Il faut se dire que nous, on n'expérimente pas pour expérimenter. La question de l'innovation a ses limites. Nous, quand on commence à réfléchir sur un dispositif, c'est qu'on veut le mettre en pratique.
et qui deviennent pérennes. Ça veut dire que ce qu'on construit, par exemple pour les professeurs principaux de 5e, il faut que ça soit pris en charge par n'importe quel professeur principal de 5e, et pas simplement les initiés et ceux qui ont travaillé au départ sur le projet. Après, je crois qu'il y a la question de la communication qui est très importante. Communication avec les élèves pour leur expliquer pourquoi on réfléchit à ça et on met ça en œuvre. Communication avec les parents aussi, qui nous font confiance. Simplicité, lisibilité des outils qui sont utilisés, puisque entre ce que vous avez pu voir, qui est un document relativement arrêté, mais qui demande encore à être amélioré, et puis nos outils de départ, il y a eu beaucoup de transformations, de travail dessus, beaucoup de concertation, d'aller-retour. Et enfin, ce qui, je pense, nous anime, c'est la question du sens de tout ça. Et cette question du sens, elle vient, comme tu as pu le dire, à travers le lien, le côté systémique. Si on touche un dispositif, il a une influence sur ce qui va se passer au niveau du temps, avant, pendant, après, mais aussi sur des dispositifs, des projets, des actions qui sont connexes et qui touchent au cœur de l'établissement. Donc c'est aussi, pour le coup, travailler sur les conseils de classe, c'est avoir une certaine vision et se donner des objectifs liés à la question de l'accompagnement de l'élève et à l'évaluation. Merci beaucoup, Jérôme. On va donner maintenant la parole à Marjorie, qui va peut-être rebondir à un moment donné aussi sur certains éléments que tu as pu énoncer et avancer. Donc Marjorie, alors c'est plutôt au niveau du lycée que le travail a été initié chez vous. Donc à partir de ce qu'a dit Jérôme, mais aussi de votre démarche, pourquoi vous avez eu cette réflexion? Pourquoi il y a eu ce travail et je dirais ce labeur même autour de la question du conseil de classe? Parce que je me souviens, il y a 2 ans, on avait eu un échange où vous étiez déjà dans un travail bien avancé, mais une vraie réflexion en vous disant, ben oui, on a déjà avancé, mais on se pose des questions encore. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et pourquoi ces changements? Premièrement, d'abord le pourquoi. Pourquoi ces changements? Il y a 3 facteurs. Je reprendrai un peu l'approche aussi, la théorie de l'iceberg. Il y a des constats et des objectifs qui sont explicites, comme le besoin. Donc, c'est né d'abord d'un besoin très concret organisationnel avec la réforme du lycée qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Qui nous a beaucoup aidé dans le sens où il n'y a plus de classe, la notion de classe n'existe plus en première et en terminale. Et organiser des conseils de classe sans classe, le fait de ne pas pouvoir justement réunir tous les professeurs, déjà ça c'est un premier point, de dire là ça va pas, il faut qu'on réfléchisse déjà à autre chose. Et puis le deuxième levier, donc le conseil de classe c'est une instance, mais c'est avant tout, et comme l'a précisé aussi Jérôme, c'est avant tout un lieu d'expression des pratiques d'évaluation. Et là, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif de pilotage, de travailler sur l'évaluation et notamment de développer l'évaluation positive au sein de l'établissement. Le conseil de classe, c'est un observatoire des pratiques pédagogiques et on s'est posé beaucoup de questions avec des éléments d'observation. Qui est-ce qui anime le conseil de classe? Un chef d'établissement, un professeur, le professeur principal, un CPE. Comment est-ce que le conseil de classe s'organise? Quels sont les contenus du conseil de classe? Quelle est la place des acteurs, des élèves, des parents? Est-ce qu'il y a des parents? Est-ce qu'il y a des élèves délégués? Toutes ces questions-là nous ont amené justement à réfléchir aussi dans un deuxième temps sur le sens des conseils de classe. Et c'est vrai que lors d'une réunion pédagogique, il fallait aussi poser la question parce que c'est tabou de travailler sur les conseils de classe. C'est une instance pour y toucher, en tout cas, ça soulève beaucoup de questions, comme l'évaluation d'ailleurs. On est dans une démarche systémique, c'est d'une très grande complexité. Et donc la question du sens en réunion pédagogique, donc elle a été posée. Et là, finalement, tout ce que tout le monde pensait tout bas a pu s'exprimer clairement. Et de là, à travers en effet ces 3 éléments, donc le besoin de toute façon d'organiser et de réfléchir autrement à nos conseils de classe. Alors, première terminale certes, mais la seconde, elle fait partie aussi de cette démarche aussi d'accompagnement. Donc, on a introduit aussi la réflexion sur les secondes. Et puis, après, je vais expliquer, mais c'est vrai que du coup, les modalités, elles ont évolué aussi dans le temps et se sont adaptées en fonction des besoins de chaque niveau.
Et à partir de là, on a créé une commission conseil de classe auquel participent des professeurs. Donc cette commission a aussi évolué, hein, donc il y a toujours des éléments qui sont restés, puis d'autres aussi ont intégré, donc ce qui permet aussi bien sûr d'alimenter et d'enrichir notre réflexion. Et dans la question du sens, au-delà en fait du conseil de classe aussi, on s'est posé la question finalement, le conseil de classe, à quoi ça sert? Ça sert à accompagner nos élèves dans leur parcours de lycéen, dans leur parcours de vie. Et donc, on est parti, on a posé un postulat, c'est que pour accompagner nos élèves, il faut les connaître, il faut apprendre à les connaître. Est-ce qu'on connaît vraiment nos élèves? Lorsque dans un conseil de classe, ils ne participent pas, lorsqu'il y a des élèves délégués, qu'est-ce qu'on sait de leur histoire? Qu'est-ce qu'on sait de la personne qui est derrière l'élève? Qu'est-ce qu'on sait que lorsqu'on lit une appréciation, l'élève ne travaille pas? Souvent, quand il y a de mauvaises notes, on dit voilà, il ne travaille pas. Mais bien souvent, on le sait, on a souvent des élèves qui travaillent, mais ils ne travaillent pas forcément de la bonne façon. Alors donc, tout ça a posé aussi des questions sur finalement qui nous sommes, de quelle manière est-ce qu'on est légitime aussi à poser un jugement, à statuer hein, aussi quand même sur l'avenir des jeunes. Donc on est revenu aussi sur toutes ces questions-là et de se dire que finalement, il fallait aussi re-questionner aussi notre projet d'établissement. Quelle est la mission, quelle est notre mission, quel est aussi le projet de l'enseignement catholique? Et comme je disais aussi, questionner le conseil de classe, c'est questionner aussi qui on est et quel est notre regard aussi sur l'élève et comment est-ce qu'on accompagne nos jeunes. Et à partir de là, oui, le comment maintenant, le deuxième point, comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, on a d'abord travaillé sur les attributs du conseil de classe. Alors, on n'a pas lâché complètement le conseil de classe, hein. Aujourd'hui, on l'a lâché, mais initialement, on a travaillé sur ces attributs. Le premier attribut, c'est qu'on est passé d'une logique, Jérôme l'a précisé tout à l'heure, hein, c'est un élément important, on est passé d'une logique de trimestre à une logique de semestre. Et ça, c'est important, cette temporalité, parce qu'elle renvoie vraiment à l'accompagnement. Qu'est-ce qu'accompagner? Accompagner, c'est prendre le temps de. Et donc, on a posé des balises sur l'année et on a donné du sens et des objectifs à chaque balise. Donc le conseil mi-semestre, il a pour objectif de faire de la prévention, de mieux apprendre aussi à connaître nos élèves, à voir comment est-ce qu'il s'intègre, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il évolue dans l'établissement. Et ensuite, bien sûr, donc les conseils aussi de fin de semestre qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Donc, de fait, c'est de mettre en cohérence les objectifs que nous avons avec les modalités que l'on va déployer. Donc, les modalités ne vont pas être les mêmes en fonction des objectifs. En fin de semestre, oui, on fait une photographie sur l'acquisition des élèves, où est-ce qu'il en est et comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider pour avancer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc, du passage du trimestre à la semestrialisation, on est passé d'une logique descendante, d'une logique, j'allais dire, du rendre compte, à une logique de la rencontre. Si on revient au postulat de départ, donc pour nous, il est important, on s'est dit que si on veut accompagner nos élèves, il faut les connaître. Donc, pour les connaître, il faut aller à leur rencontre. Et donc, on a mis en place des rendez-vous parcours lycéens. C'est-à-dire que dans un conseil classique, la première année, on a mis en place des outils pour repérer les élèves pour lesquels il y avait besoin de prendre le temps de se rencontrer avec l'élève et aussi avec sa famille pour justement faire un état des lieux et puis pour passer aussi du constat à l'action parce que ça c'est important, là on l'a précisé aussi tout à l'heure, souvent dans les conseils de classe, voilà, on fait ce constat, mais on va rarement au-delà de constat. Qu'est-ce qu'on apporte à l'élève? Qu'est-ce qu'on lui conseille? Quelles sont les actions? Qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre ensuite pour progresser? Donc là, nos objectifs, c'est de pouvoir échanger, essayer de comprendre comment est-ce que l'élève apprend, quelles sont ses difficultés, comment ça se passe aussi à la maison. Donc je reviens aussi à cette notion qui est importante, c'est connaître la personne. Et à chaque fin de rendez-vous parcours lycéen, l'élève part avec un outil, avec une feuille sur des dispositifs et des conseils à mettre en place, des dispositifs au sein de l'établissement. Je reviendrai après parce que c'est vrai qu'on a aussi un projet pédagogique avec des ateliers de consolidation de compétences ou autres, méthodologiques, mais aussi à la maison. Qu'est-ce que je peux faire à la maison? Et puis aussi, s'il y a besoin d'un accompagnement psychologique ou autre, en tout cas, c'est d'appréhender l'élève vraiment dans sa globalité et lui donner les outils pour l'aider. Donc ça a été le deuxième point, et c'est là où tout a basculé. Beaucoup de choses ont changé. Parce que là, les professeurs ont mesuré, en tout cas, ont vu la pertinence et l'utilité de cette rencontre. Je prends un exemple
tout à fait concret. Hein. Je me souviens de cette jeune fille qui avait de très très grandes difficultés dans la maîtrise de la langue française, qui était en France depuis de longues années, qui est née en France, mais dont les parents étaient chinois. Et dans toutes les appréciations, hein, on pouvait lire que cet élève avait des difficultés dans la maîtrise de la langue française, c'était catastrophique, et on était assez perdus. Et puis dans les échanges, eh ben, on s'aperçoit, donc dans la fratrie, c'est la seule qui ne parle pas français à la maison. C'est la seule qui va regarder toutes les émissions en chinois. C'est la seule qui va lire tous les livres en chinois. Donc cet enfant qui, voilà, de façon identitaire, avait besoin de sa langue maternelle. Et là, il y a tous les regards qui sont illuminés et les professeurs qui ont dit « mais zut, enfin, on ne savait pas ». Voilà. Et de là, le regard sur cet élève a changé et on a pu mettre en place en tout cas des outils, des aides pour l'aider justement à mieux appréhender la langue française et à faire aussi un travail sur soi pour avancer. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'aussi, hein, l'écueil, c'est de se dire, ok, ces rendez-vous parcours lycéens, c'est aussi la question du temps, hein, des conseils aussi qui sont à rallonge, ça prend du temps, et on ne le faisait que pour les élèves pour lesquels on estimait voilà, qu'il y avait ce besoin-là. Et puis les professeurs et même les parents nous ont dit, et les autres, même si en effet, les bons élèves, tout va bien, ces élèves-là aussi ont besoin de rencontres, ont besoin aussi d'entendre que tout va bien. Voilà, donc c'est ainsi aussi qu'on a retravaillé ensuite la deuxième année sur d'autres modalités. Et ça a fait bouger aussi finalement sur le fonctionnement du conseil de classe où on a, je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'il est organisé avec cet ordre alphabétique. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours un par un et toujours par ordre alphabétique? Et là, il y a un professeur qui nous a dit, mais puisque de toute façon, on avait déjà sorti du conseil en fait ces élèves pour lesquels il y avait besoin d'entretien, un professeur a dit mais tiens, moi je vais l'organiser différemment et je vais organiser des groupes. Voilà, donc il a travaillé par groupe de besoins et par groupe de compétences et à partir de là a organisé son conseil en fonction de ces groupes-là. Et là est apparue une nouvelle organisation. Donc on a beaucoup aussi échangé là-dessus et là certains professeurs qui se sont appropriés aussi, qui ont créé et qui ont complètement organisé autrement le conseil de classe. Donc ça, c'est un élément fort, en fait, dans la mise en œuvre de cette étape-là, en tout cas, qui a vraiment fait bouger, en tout cas, les lignes et les postures de chacun. Et puis ensuite, autre changement aussi, que nous avons aussi opéré, c'est la mise en place, alors là, on n'est plus sur les attributs du conseil de classe, mais on laisse le conseil de classe de côté, et si on revient à notre objectif, hein, si en effet, notre mission, c'est d'accompagner l'élève et d'apprendre à mieux le connaître, mais il faut créer des espaces pour apprendre à les connaître. Et donc là, on a travaillé sur un changement structurel, c'est-à-dire qu'on a dégagé du temps pour travailler sur un dispositif qui permet au professeur principal, en plus de la vie de classe, d'avoir un temps qui est dédié à l'accompagnement de l'élève chaque semaine. Donc, c'est-à-dire que les professeurs peuvent avoir la classe entière, un demi-groupe, des élèves ou des entretiens individuels. Là, par exemple, sur les terminales, on n'est que sur des rendez-vous individuels par rapport à Parcoursup. Et ce dispositif a permis justement de faire un suivi régulier, de mettre en place une progression qui permet d'accompagner chacun. D'où aussi, bien sûr, le questionnement de cette logique avec le conseil de classe. J'allais dire tout doucement, bon, finalement, est-ce qu'on a besoin de ce conseil de classe? La dernière étape importante qu'on a mis en place cette année pour répondre sur le comment, c'est qu'on a cette fois-ci complètement déstructuré. Le conseil de classe n'existe pas, mais on a mis en place d'autres instances. Alors, vous savez, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais le mot conseil de classe, pour moi, n'a pas de sens. Enfin, on a le mot conseil, normalement, c'est une réunion de personnes, classe, c'est une entité et c'est vide. Donc, on a plutôt raisonné en termes de conseil de professeurs, conseil d'élèves et conseil de parents, pour justement prendre en compte tous les acteurs et vraiment créer des espaces d'échange, de parole autour des questions éducatives comme des questions aussi pédagogiques. Donc, on a des conseils de professeurs. J'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure que dans nos conseils de classe, on a fait aussi un grand changement, c'est qu'on a supprimé aussi toutes les mentions. Enfin, moi, ce que j'appelle les médailles, il y avait des médailles, et c'est vrai qu'on passait plus de temps dans les conseils à donner des médailles qu'à conseiller les élèves. Donc ça, c'était aussi un point important, c'est qu'on a supprimé tous ces éléments-là pour avoir justement du temps pour être vraiment dans l'accompagnement du jeune. Et donc aujourd'hui, on a créé donc ces instances-là. On a 3 instances, donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit mais bon attention, est-ce qu'on va arriver à les articuler? Et ça marche
Très très bien. Dans le sens où, dans les conseils de professeurs aussi, on va aussi parler de pédagogie. On parle de l'élève, mais on sait qu'il y a d'autres lieux où on en parle. On sait qu'il y a d'un accompagnement aussi individuel et qu'on va parler de nos pratiques pédagogiques pour bien sûr faire réussir les élèves, en tout cas pour les aider à avancer dans leur parcours. Les conseils de parents, ça a tout changé aussi. Les parents n'avaient que des parents qui étaient délégués, donc qui rapportaient, casse enregistreuse, c'est vrai, ou qui rapportaient. Et là, on a créé des espaces avec des ateliers où on parle du projet d'établissement, voilà, parce qu'on s'est aperçu aussi que finalement, les parents comme les élèves ne connaissaient pas le projet d'établissement. Et on parle aussi de questions qui les préoccupent, en favorisant aussi les échanges interniveaux. Par exemple, on a fait un conseil de seconde et on a fait un conseil de première terminale. On a fait aussi un conseil carrément sur tout le cycle. Et on a eu un conseil de parents très très riche, par exemple sur l'évaluation. C'est parti aussi d'une maman qui est arrivée mais très en colère avec une copie de son fils, avec une appréciation assez dure. Et à partir de là, on a commencé à changer, on a mené un débat sur l'évaluation. Qu'est-ce qu'évaluer? Quelles sont les attentes? Et là, je trouve que c'était vraiment un moment vraiment très très fort, des professeurs aussi qui étaient présents et qui nous ont permis aussi de mieux se comprendre, de mieux connaître aussi quels sont les attendus, quelles sont les difficultés aussi que nous, on rencontre aussi en tant qu'éducateur, aussi en tant qu'enseignant, d'entendre aussi les parents. Donc l'école d'aujourd'hui n'est plus l'école qu'ils ont connue. Et là, il y a de véritables débats. Il y a enfin, on va dire, des débats et des échanges. De la même façon aussi pour les élèves. Plutôt dans un conseil de classe, lorsque vous avez 2 élèves, les élèves ne parlent pas. Quand le conseil il est préparé, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, les élèves n'osent pas, donc on a des banalités en effet. Tandis que là, lorsqu'ils sont tous ensemble, il y a un débat qui se met ensemble. Il y a un véritable débat avec des arguments, des questionnements, ce qui nous a permis aussi de travailler, pas forcément sur la classe, mais de travailler sur le niveau et de travailler aussi, et j'y reviens beaucoup, sur le projet d'établissement. Et que quand dans notre projet d'établissement, il est écrit, voilà, la relation, la confiance est au cœur de nos relations, qu'est-ce que ça veut dire dans l'établissement? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Et c'est tout ce débat-là, en fait, qui aujourd'hui est mené et très très constructif, bien plus constructif que nos conseils de classe que nous avons jusqu'ici. Et puis, j'allais dire, sur le comment aussi, on tâtonne, c'est une démarche expérimentale, on fait des essais, on n'a pas encore trouvé vraiment l'idéal, on le vise, ça c'est sûr, est-ce qu'il y en a un, mais en tout cas, on essaie de réfléchir à des actions, parce que ça c'est important aussi. Les instances sont importantes, parce qu'en effet, il faut qu'il y ait des lieux, des espaces qui soient organisés, pensés, mais il faut aussi qu'il y ait des actions, des événements qui soient en lien, qui résonnent, pour pouvoir justement mettre en place une réelle démarche d'accompagnement de l'élève. On voit bien l'importance, et en écho aussi avec ce qu'a dit Jérôme, la question de l'accompagnement semble essentielle dans votre démarche, un accompagnement qui est important du côté de l'institution et de l'établissement à avoir, et il faudrait que l'instance soit accompagnante, d'où la nécessité des fois de la transformer, de la moduler, et comme vous l'avez fait éclater l'un et l'autre, on voit bien dans vos établissements, il y a eu un vrai changement. L'un comme l'autre, on voit quand même, et dans le fil des questions, il y a des questions sur la vocation, la personne, et on voit bien que vous appréhendez effectivement sur cet accompagnement de la personne et l'importance de connaître l'élève, pas uniquement dans ses résultats, mais aussi dans la personne et dans son propre projet. Ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit aussi, c'est l'importance, aussi bien dans votre établissement, Marjorie, que dans celui de Jérôme, l'importance de la rencontre. Créer des espaces de rencontre où on est en action. Et comme tu viens de le dire, Marjorie, sur cette question il faut qu'il y ait des instances qui existent, mais derrière ces instances, il faut qu'il y ait des actions et des gestes professionnels et des actions pour chacun des acteurs. Et on voit bien cette importance, cette action, l'un comme l'autre, vous amenez les gens à devenir acteurs. Et on se rend compte que le conseil des classes, souvent, dans sa tradition et dans ce qu'il était, il amène plutôt les gens à être dans une posture passive et peut-être amener une démotivation. Et c'est peut-être ce qui fait qu'à un moment donné, beaucoup d'enseignants dans les enquêtes se disent que le conseil de classe est une machine à vapeur et une perte de temps. Ce qui est intéressant aussi dans ce qui est proposé l'un comme l'autre, c'est appréhender l'élève dans sa globalité. On est bien sur la formation intégrale de la personne, la question du temps, prendre le temps et assumer aussi de prendre ce temps et peut-être former nos équipes à prendre ce temps et accepter qu'il faut du temps pour pouvoir avancer. Et un autre point qui me semble intéressant aussi dans ce que vous avez évoqué, c'est se poser la question de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, à quoi ça sert et est-ce que c'est vraiment efficient? Peut-être le premier point de départ, cette question de se poser de l'efficience de ce qui était proposé au départ. Et puis ce travail, l'importance, tu l'as dit Jérôme, sur la structuration, une réflexion pédagogique qui est menée en équipe et l'importance du conseil pédagogique. Et on voit bien aussi chez Marjorie, dans votre établissement, toute cette importance du travail et de la réflexion. Avant de passer aux questions, je vous annonce que
début mars, il sortira sur le site de l'enseignement catholique un petit 4 pages qui essayera de reprendre tout le travail qu'on a fait avec des préconisations, des initiatives qui vont dans le sens où vous avez pu dire l'un et l'autre. Et puis, on aura aussi des initiatives qui apparaîtront sur la plateforme des initiatives. Catherine vous en parlera juste après les questions. Juste pour conclure, avant de passer aux questions, Jérôme comme Marjorie, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire sur ce travail sur le conseil de classe et sur son importance pour en faire effectivement un lieu où chacun mène des actions qui lui permettent de mieux connaître l'autre et de mieux se connaître les uns les autres? Juste un mot, il faut le faire tous ensemble en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que une des clés, c'est tout le monde doit sentir la nécessité de remettre en question cette instance. Si ça vient que d'un seul parti, que du chef d'établissement, que des parents, enfin, ça ne peut pas marcher, je pense. D'accord, merci. Merci Jérôme. Moi, je pense qu'il est important aussi, c'est que le conseil de classe, on le disait, enfin, c'est central depuis très longtemps, il ne doit pas être une finalité. Il est au service, il est vraiment au service de l'accompagnement. D'où la nécessité de vraiment réfléchir à une démarche, à un processus. Voilà. Et le conseil de classe, quelle est sa place dans ce processus d'accompagnement de l'élève? Merci beaucoup Marjorie. Catherine, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le fil, mais vous en avez fait la synthèse, on vous écoute. Oui, donc la première question, la toile de compétences existe-t-elle pour chaque discipline? Merci pour votre réponse. La toile de compétences, c'est une toile de compétences transversale. Donc transversale. Il n'y a qu'une pour l'ensemble des disciplines. D'accord. Merci Jérôme. La seconde question, ou alors celle que tu peux regrouper, Catherine? Alors là, il y en a une autre. Déjà, tout le monde vous remercie pour les réflexions très intéressantes que vous avez eues. Et donc là, une question, comment est intégré le regard pastoral dans les conseils? Est-ce qu'on peut établir un lien entre orientation et vocation de la personne? Alors avant de vous retourner la question tous les deux, j'ai l'impression, dans ce que j'ai entendu, on voit que c'est présent parce qu'il y a cette question de la formation intégrale. Et puis aussi, c'est une réflexion qu'on a menée au niveau du secrétaire général dans la commission orientation, qu'on a travaillé aussi avec le pôle collège et le pôle lycée sur ce lien de la dimension vocationnelle au niveau de l'orientation. Alors, dimension vocationnelle comme elle est exprimée même par l'enseignement public, cette dimension de s'intéresser à la personne, à ce qui meut la personne et ce qui l'amène justement à être dans un parcours de vie et pas uniquement que dans le parcours scolaire. Le parcours scolaire s'intègre dans le parcours de vie de la personne, mais on ne peut pas réduire le parcours de vie de la personne au parcours scolaire. Donc on est bien dans une approche, on essaye de faire avancer cette approche d'une orientation, d'un accompagnement à l'orientation, d'ailleurs, ce qui est plus intéressant qu'orientation, et de faire que les conseils de classe soient un lieu justement où on prenne en compte la personne dans son intégralité, et là on est déjà dans la démarche de la vocation. D'ailleurs, il y a eu une mise en ligne en octobre d'un site Orientation Enseignement Catholique qui vous donne des clés pour accompagner ça et qu'on peut croiser avec le webinaire de ce soir et qui montre bien que quelque part tout est lié. Pour paraphraser d'illustres personnes, on se rend bien compte qu'il y a une cohérence dans ce qui est porté et on ne peut pas, en tout cas ce que disait Marjorie comme Jérôme, on ne peut pas regarder la personne sur un seul angle. On est bien parce que souvent le conseil de classe ne regarde que les résultats et ne regarde pas assez l'ensemble du parcours de la personne et la motivation, ou alors que des constats. Il ne travaille pas, par exemple. Est-ce que Marjorie et Jérôme, par rapport à ça, vous voulez ajouter quelque chose? Ou ce que j'ai dit était suffisant? Moi, je pense que c'est clair. Enfin, je pense qu'il faut vraiment... on est dans l'enseignement catholique, il y a le projet, on porte le projet de l'enseignement catholique. Donc, s'il n'y a pas de dimension pastorale dans nos conseils de classe, dans notre relation à l'élève et dans ce que l'on fait, on n'a plus de sens, on perd ce que l'on est, quoi. Enfin, je pense que c'est la base. Et c'est lié, ce que vous évoquez l'un comme l'autre, c'est lié au projet d'établissement, et ça fait partie de l'ADN de nos établissements. Et donc, forcément, qu'il soit partagé ou pas par tous les acteurs, on voit bien qu'il y a ce souffle qui est porteur aussi dans l'approche. Alors, la réunion va bientôt s'arrêter. Catherine, on gardera quelques questions, peut-être qu'on pourra les traiter, peut-être vous répondre par mail ou par élément par la suite, mais justement, si on pouvait revenir à la plateforme, s'il te plaît, pour pouvoir justement montrer qu'il y aura des initiatives qui vont venir enrichir ce qui existe déjà sur la plateforme des initiatives, parce qu'on avait envie aussi de pouvoir à la fois faire un petit 4 pages et de vous soumettre des initiatives qui pourraient nourrir votre réflexion comme les deux qu'on a eues ce soir et ne pas en laisser qu'aux deux qui étaient présentes. Oui, tout à fait. Donc, je vous ai ajouté dans le fil de la conversation le lien pour se connecter sur la plateforme des initiatives.
Donc la plateforme a déjà plus d'une centaine d'initiatives partout en France, répertoriées par thème, par région, sur une carte interactive. Vous pouvez aller, vous avez même une barre de recherche pour pouvoir rechercher par mots-clés une initiative que vous avez envie de trouver. Et là, en l'occurrence, sur le thème que nous avons abordé aujourd'hui, vous avez sur le conseil de classe, donc vous pouvez retrouver toutes les initiatives. Donc quand vous allez dans la barre de recherche par thème, vous allez dans parcours éducatif et vous cliquez ensuite sur conseil de classe. Et vous avez les initiatives qui apparaissent, qui vont être régulièrement mises à jour. Et dessus, vous pouvez retrouver justement la catégorie, à quel endroit en France elle a lieu, et vous pouvez même contacter la personne si vous avez besoin de plus d'informations, si cette initiative vous inspire. Et ben vous avez tout ce qu'il faut sur la plateforme pour les contacter, pour mettre en place peut-être éventuellement la même dans vos établissements. Merci Catherine. Et vous pouvez aussi soumettre des initiatives Tout à fait. qui viendront enrichir la démarche. En haut, vous voyez le petit bouton où vous avez proposé mon initiative. Et là, vous avez tout un petit formulaire assez rapide à remplir et vous pouvez joindre des pièces jointes pour nous soumettre votre initiative et qu'on va ensuite nous mettre en ligne sur la plateforme. Merci beaucoup Catherine. Merci à Jérôme et merci à Marjorie pour votre témoignage et puis le partage d'expériences et puis ce qu'on essaye aussi d'initiatives inspirantes. Merci aussi pour les personnes qui ont pris le temps de nous écouter. Merci à vous, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Marjorie, bonne fin de journée. Merci Jérôme, merci à Catherine pour le côté technique et merci aussi à Michael pour avoir été aux manettes de ce webinaire. Merci à tous, bonne soirée.